Les plaideurs qui vont se présenter devant vous ce soir sont l'élite de la 21e édition du concours de plaidoirie. Durant les 3 semaines qui viennent de s'écouler, ils ont su faire preuve de finesse d'esprit, de force de persuasion et bien entendu d'humour. Jamais décontenancés, malgré la difficulté de certains sujets, ils ont su convaincre et traiter avec élégance des positions parfois absurdes, voire loufoques. L'Adélie tient ainsi, pour commencer, à remercier de leur investissement l'ensemble des plaideurs qui ont su concilier leurs études et ce concours sans jamais faillir. Permettez-nous de vous applaudir, chers plaideurs, car sans votre engagement et votre présence, ce concours ne pourrait exister. « 72 heures, c'est le temps qu'il aura fallu aux 4 dernières équipes en lice pour préparer leur sujet et vous convaincre ce soir de leur talent et de l'art de leur rhétorique. L'action véritable préfère l'ombre. C'est sur ce sujet que l'équipe Vittori-Matuquer, plaidant le pour, et l'équipe Leclerc-Villeneuve, plaidant le contre, vont s'affronter ce soir au cours de cette première demi-finale. Ouais. Oui, messieurs, dames, nous sommes en 2014. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Enfin, on verra. Monsieur Vittori est en Master 1 de droit notarial à l'université Jean Moulin Lyon 3. Il a réussi à accéder à la grande soirée de finale en démontrant le pour du sujet, c'est se préparer à aimer que se donner culture. Monsieur Leclerc, quant à lui, est actuellement en Master 1 de droit et s'est hissé en demi-finale en plaidant le contre du sujet, la poésie et l'enfance retrouvée à volonté. Mais accueillons donc sans plus tarder Monsieur Vittori. Tout le monde entend ? Bon. Mesdames les membres du jury, messieurs les membres du jury, cher public, chers contradicteurs, chère Adélie, voici désormais 3 semaines que l'Adélie nous gratifie généreusement de réflexions plus retorses les unes que les autres, mais en voilà une sensée. L'action véritable préfère l'ombre. Une création originale, manifestement, par laquelle j'ai l'honneur d'ouvrir le bal ce soir. Alors commençons, dans le respect de la plus grande tradition, par brosser les termes du sujet. L'action. Il y a plein d'homonymies. Ce peut être le placement boursier, l'action d'une force, une action juridique, l'action polienne. C'est un journal militant également créé en mai 1968, mais ce peut être également l'action suggérée par Hannah Arendt, Bergson, Sartre, comme un mouvement corporel volontaire ou intentionnel. Justement, c'est le fait d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose, c'est une manifestation concrète de l'activité humaine. Quant à l'ombre, très classiquement, elle demeure une zone sombre résultant de l'interception de la lumière ou de l'absence de lumière. Elle nous suit depuis les BD de Lucky Luke, qui tirait plus vite que son ombre, paraît-il. Dans ce sujet, il sera absolument question de vous dévoiler que l'ombre peut être sombre, mais qu'elle n'est pas l'équivalent de noirceur. Je m'appliquerai à vous démontrer dans une première partie que l'ombre, la discrétion, permet une plus grande palette d'actions que l'exposition publique ou médiatique, alors que la seconde partie prouvera que l'efficacité suggère une certaine prudence,
donc une certaine part d'ombre. Pour comprendre l'intérêt d'agir dans l'ombre, il est judicieux de vous parler de l'exposition publique. Elle est impitoyable. Elle est dictatrice. L'exposition impose un comportement, un rythme. Vous n'avez plus le choix entier de vos actes. Vous êtes visible, vous êtes surveillé, vous êtes bridé. L'ombre, quant à elle, ce n'est pas le côté obscur du mal, c'est la discrétion. C'est faire les choses non pas avec fourberie, mais avec quiétude, avec le souci de ne pas être épié. Vous détenez alors un nombre considérable d'actions qui peuvent être enclenchées. Vous êtes alors plus apte à agir en phase avec vos convictions, aussi sincères soient-elles. Mais attendez-vous à ce qu'on vous parle de sournoiserie, de déloyauté. Mais j'ai cet argument. Le secret des affaires, où l'ombre est protégée par le droit, toute une économie est secrète pour la qualité du résultat. Mais mieux que ça, mes contradicteurs, alors que faites-vous de l'appel du 18 juin et des maquisards? Bien sensé en restant dans l'ombre. Croyez-vous que la transparence était fortuite? Croyez-vous que ces hommes comme ces femmes ont péri négligemment? Si vous le pensez, alors vous ne faites pas honneur à leur combat, vous ne faites pas honneur à cet établissement et à son nom. Mais peut-être préférez-vous la fierté de la lumière, elle vous met en exergue. Vous êtes reconnu, vous êtes comblé, vous attendiez ce sentiment d'allégresse. Mais si vous aimez mieux une bonne action au grand jour plutôt qu'à l'ombre, alors vous avez certainement plus de vanité que de générosité dans le cœur. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Un discours sur l'intégrité et l'honnêteté serait donc parfaitement malvenu de la part de mes contradicteurs. L'ombre, c'est peut-être de la modestie, alors c'est sûrement de l'intelligence. Et puis quoi? Vous n'avez jamais été tenté par les actions de l'ombre? N'avez-vous jamais envié ces super-héros qui gardaient leur identité secrète, Avouez, vous aviez tous le masque de Batman chez vous pour les hommes et celle de Catwoman pour les plus audacieuses. Ne vous défaussez pas. Mais enfin, une lecture attentive du sujet vous donnera toutes les réponses. L'action véritable préfère l'ombre, mais elle n'exclut pas la lumière. C'est une dualité, c'est un binôme. Deux opposés en symbiose pour un seul et même résultat. C'est la capacité de jouer sur plusieurs tableaux. L'ombre pour la finesse et la précaution, la lumière pour la quintessence de l'action. André Gide nous livrait ainsi cette plaisante métaphore. La promesse de la chenille n'engage pas le papillon. Sauf peut-être celle de Patrick Sébastien, effectivement. C'est, à n'en pas douter, un gage d'expérience et de savoir-faire. Je vous ai démontré dans cette première partie que l'ombre n'était pas en son sens premier synonyme de dissimulation, de cachotterie, mais au contraire d'opportunité, de lucidité. Être en coulisses ne signifie pas malhonnête, mais vrai. Je sais qu'il est délicat de ne pas user de cette discrétion à des fins malveillantes, tant le résultat est probant. J'insisterai donc dans cette seconde partie sur l'efficacité des coups portés dans l'ombre. Le véritable du sujet, ce n'est pas une question d'authenticité, c'est une question d'efficacité. Et quelle efficacité? J'ai cherché sur Google, mais les exemples étant tellement bien cachés que je n'ai pu en trouver. Ce n'est pas du tout une preuve de velléité, c'est une vérité. Il y a en fait, vous le comprenez, une distinction des actions ordinaires et des actions importantes, les actions décisives. Une armée sans espion est comme un homme sans yeux ni oreilles. Sun Tzu nous révèle à cet égard qu'une victoire n'est envisageable que par une action au préalable discrète, mais décisive. L'argument de ce premier stratège chinois pourrait suffire à vous prouver qu'un silence maîtrisé et patient est plus efficace qu'une communication récurrente, qu'un étalage soucieux de nos actes. Et j'en veux pour preuve ce célèbre adage populaire: un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Trop facile, me direz-vous.
Mais il n'est parfois pas nécessaire de chercher loin, lorsque les meilleurs arguments sont les plus simples et les plus compréhensibles. Agir dans le bruit, dans un environnement qui nous influence, n'offre non seulement pas les mêmes outils de réflexion, mais n'assure pas du même résultat. La discrétion est alors une forme de prudence, d'intelligence. C'est l'instinct et l'expérience qui parlent, les victoires comme les défaites. Que pour être efficace, il faut cacher ses intentions, enseignait Machiavel. Dans le même registre, je pourrais effectivement vous faire l'apologie de Frank Underwood dans House of Cards, personnage cynique et cinglant, préférant assurément à l'action dissimulée au grand discours public. C'est une fiction, c'est vrai, mais ce personnage, c'est un croisement. C'est un croisement des parcours de Kevin McCarthy, leader des Républicains au Congrès, et de Abraham Lincoln et Lyndon Johnson, tous deux anciens présidents des États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes ni plus ni moins que ce que nous choisissons de révéler, prodigue-t-il. L'efficacité de nos actions est donc le fruit d'une réflexion prudente mais consciente, et la quiétude nous le permet. Enfin, à cet égard, il y a des cas où il est évident le silence et la discrétion sont une stratégie vitale, et je déplorerais que ce volet de la définition ne soit pas considéré. L'histoire et le journalisme nous l'ont prouvé, notamment au travers des prises d'otages. Elles ne doivent pas être médiatisées. Leur règlement doit être le plus opaque possible. Voici les mots d'un journaliste capturé. Le silence a permis de réduire les attentes de mes ravisseurs. Ils avaient tourné des vidéos de moi et se plaignaient que personne ne les diffuse. Cela semblait les frustrer. Mes kidnappeurs me disaient « Chaque jour, tu es notre prisonnier. C'est un énorme coup politique pour le gouvernement américain. » Je leur répondais « Mon enlèvement n'est pas une affaire publique aux États-Unis. » La médiatisation et la transparence auraient fait spéculer sur cet événement, faisant gonfler la valeur d'une possible issue et rendant irrémissible la suite des opérations. Pour conclure, je vous ai démontré que l'ombre demeurait non pas une ombre mystérieusement trompeuse, mais une zone d'action et de règlement parfois ô combien salvatrice, et que l'action décisive, véritable, préférait l'ombre pour disposer d'une plus grande latitude. Vous voici maintenant, cher jury, face à l'implacable évidence. Alors je vous en prie, je vous en conjure, chers jurés, ne vous laissez pas aveugler par la lumière de mon contradicteur, délibérez dans l'ombre, secrètement, joyeusement, généreusement, mais avec justesse. Merci. Nous remercions M. Vittori pour sa plaidoirie. Accueillons dès à présent M. Leclerc, défendant le contre. Chers jurés, cher public, chers membres de l'ADELI, bonsoir. Mylène Farmer disait « À l'ombre, on se cache et on se cogne ». Toujours est-il qu'elle n'avait pas tout à fait tort, mais nous verrons ça un petit peu plus tard. Mais commençons d'une manière relativement classique à définir les termes de notre sujet. Ainsi, nous avons l'action, qui est une production artistique qui consiste à produire des actes, des gestes, un événement dont le déroulement, dans le temps et les implications plus ou moins prévues constituent l'œuvre même. Véritable, ce qui n'est pas de la contrefaçon. Préfère, faire avant. L'ombre, fameux western américain de Martin Reed sorti en 1967. Autrement dit, Orsena dirait qu'une production artistique plus ou moins prévue constituant l'œuvre même de Martin Reed qui faisait avant des westerns trop méconnus mais d'excellente facture. On a donc pris le contre. Ou encore, la lumière a-t-elle une incidence sur l'action véritable? Nous tenterons d'élucider notre sujet en nous penchant sur la notion même d'action véritable, puis nous analyserons le côté obscur de l'ombre dans un grand 2. Mais démarrons tout de suite notre premier développement. L'action véritable est-elle palpable?
la notion d'action véritable, clé de voûte de notre sujet. Quelqu'un, un jour, m'a dit, une citation, un exemple, pour être utilisé à bon escient, doit faire état de la culture de celui qui l'utilise. Lucky Luke, donc, celui-ci est connu pour tirer plus vite que son ombre. Analysons dans ce cas d'école où se trouve l'action. L'action, c'est le tir. L'action de tirer. Bien. La caractéristique particulière de notre cas, c'est que son ombre n'arrive pas à suivre. L'action véritable ne peut donc pas être reconnue dans son ombre. Cette ombre n'est qu'une image de l'action véritable. Le reflet. C'est pour vous mettre un peu dans l'ambiance, ça va être beaucoup plus technique après. Tentons alors de cerner ce qu'est une action véritable. Cerner l'action véritable, voilà une tâche bien ardue et un peu présomptueuse de ma part, j'en conviens volontiers. Mais je vais néanmoins tenter de m'y atteler, car il me semble qu'il s'agit de l'une des clés de notre sujet. Ainsi, il s'agit de différencier l'action de l'action véritable. L'action véritable est-elle la bonne action? Celle qui transcende la vérité. Action-vérité. Le véritable, comment ça marche? Le véritable, c'est ce qui dit toujours la vérité, ce qui est conforme à la vérité, ce qui est réel. Ce qui est bon, ce qui est excellent dans son genre. Toute vérité est-elle bonne à dire ou à faire? Il convient alors de poser la question de savoir selon quels critères l'action est l'action véritable. En philosophie, l'action désigne un mouvement corporel, volontaire et ou intentionnel. Elle a été et est étudiée, entre autres, par les philosophes de l'action. Tout un programme. La philosophie de l'action est née suite à une fameuse question de Wittgenstein. Que reste-t-il du fait que si je lève le bras... Non, c'est pas tout à fait ça. Il ne le dit pas comme ça. Il le dit, que reste-t-il du fait que je lève le bras si on soustrait le fait que mon bras se lève? On a quelque chose de puissant là, c'est indéniable. Quelle est alors la nature de l'action humaine? Qu'est-ce qu'une action intentionnelle? De quelle nature est la relation entre une raison d'agir et une action? Les raisons d'agir sont-elles les causes de l'action? Je suis désolé de vous rappeler, à vous, savants éminemment cultivés, mais deux grands groupes s'opposent sur ces questions. Les causalistes, qui prétendent que les raisons d'agir sont les causes de l'action, et les non-causalistes, qui, aux surprises, soutiennent l'inverse. Il convient alors de rechercher si le caractère véritable de l'action se trouve dans l'intention qui me pousse à l'action ou dans l'action en elle-même. On peut trancher en affirmant que ce qui définit le caractère véritable de l'action se situe dans les raisons qui me poussent à agir. L'action véritable prendrait sa source dans l'intention, la motivation qui me pousse à réaliser cette action. Nous raisonnerons donc comme des causalistes, nous sommes ainsi des disciples de Donald Davidson, qui ne reconnaît plus personne, mais c'est un peu... Bon. C'est alors qu'entre en jeu le concept de l'éthique. Ah, l'éthique. L'éthique donc, c'est une discipline philosophique normative et pratique, se basant sur l'action. Elle se donne pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir et être entre eux et tutti quanti. Mise en situation. Mon binôme me présente sa toute nouvelle conquête. Celle-ci me salue puis m'ignore. J'en déduis que cette indifférence n'est qu'une parade occasionnée par la présence de mon binôme, obstacle majeur au bon déroulement de la romance naissante. Logique. Question. Puis-je éviscérer mon ami, lui faire les poches et ramener en tirant par les cheveux l'élu de mon cœur jusqu'au mon 30 mètres carrés où nous pourrons commencer notre idylle? Kenini, ethnique oblige. Mon intention, de laquelle découle mon action, serait guidée par l'action et permettrait d'analyser l'action comme une action véritable. L'éthique sera donc le phare qui nous guide au travers de cette tempête philosophique qui nous noie dans les tréfonds de ces raisonnements. Le sens éthique de l'action permettrait alors de faire une première analyse de la citation d'Orsena. En effet, si on appréhende l'action véritable
comme une action éthique. Et en prenant ici l'ombre, en ce qu'elle est opposée de la lumière, de la révélation de l'acte, de l'étalage public. On pourrait alors analyser cette citation comme une ode à l'humanité. La modestie dans l'action, une sorte d'ampoule basse consommation. Cette action préfère rester dans l'ombre pour ne pas être gâchée par la vanité et par la gloire que son auteur pourrait tirer. Ah, le bonheur d'agir caché, la satisfaction de l'action faite discrètement. Soyons honnêtes. L'affirmation de notre sujet qui encense la fausse modestie de l'acteur, bref, l'humilité mise en scène ne peut être admissible. Mais regardons notre deuxième sous-développement. L'incidence de la notion d'action véritable sur notre sujet. Il existe donc plusieurs incohérences dans la phrase d'Orsenna. La première est le non-sens fondamental qui apparaît dans cette proposition, puisque pour déclarer véritable, une action, encore faut-il qu'elle soit révélée. Comment reconnaître le caractère véritable au sens éthique de l'action si elle est cachée? L'action véritable, pour qu'on puisse en avoir la notion, doit forcément être révélée, être mise en lumière. Comment diable une action peut-elle servir d'exemple si elle n'est pas connue? Dans ce cas, l'action cachée ne pourrait être jugée que par son auteur, car lui seul en aurait la connaissance. Le jugement qu'il portera sera alors nécessairement subjectif. On pense faire le bien, alors que l'on fait peut-être tout le contraire. Il convient maintenant de s'attarder sur l'emploi du verbe préféré. Et là, je pense qu'au niveau de la citation, on accède au... C'est l'Académie française du non-sens. L'action véritable préférerait. Ça va être technique. Dire cela, c'est sous-entendre que c'est l'action qui, avec son tout petit cerveau, qualifie son auteur. Un truc. Elle va le qualifier comme ayant eu la bonne intention. Comme si l'action se jugeait elle-même comme étant véritable et décidait qu'elle devait être faite dans l'ombre, ce qui, vous en conviendrez, défie toutes les lois de la physique connues. Enfin, il est absurde de considérer que cette citation, qui est censée porter un message d'humilité, affirme, telle une vérité implacable, que l'homme auteur d'une action véritable soit insatiablement habité par ce désir d'agir caché, en dehors de toute la considération de ses pairs. Vaste blague. Si le monde était altruiste, je ne serais pas célibataire, mais je diverge. Il est en effet inhérent à la nature de l'homme de vouloir être reconnu pour ses actes. C'est un facteur primordial de motivation. Abraham Maslow, dans sa représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, avait même classé le besoin d'estime, le besoin de reconnaissance, en deuxième position, juste après l'accomplissement de soi. C'est dire l'importance qu'a dans la psychologie de l'homme ce besoin de reconnaissance. Le Rotary, les cours de soutien bénévole, l'humanitaire, etc. Combien d'actions pourtant utiles à la société auraient été remisées au garage si elles n'avaient pas pu être sacrées par la couronne du feu des projecteurs? Cela prouve que cette affirmation est empreinte de fausse humilité et que l'auteur se considère comme quelqu'un de supérieur. Les exemples montrant cette fausse humilité sont légion. N'y voyez là aucune jalousie, mais Georges Clooney et toutes ces stars qui agissent au Darfour et autres causes. On a sûrement dû vous dire, dans l'action, dans l'ombre, on a sûrement dû, oui, je pense que cet exemple va vous parler, l'action dans l'ombre peut être véritable en citant l'exemple des résistants. Mais ce qu'on a sûrement oublié de vous préciser, c'est que cette action n'a été dans l'ombre que parce qu'elle n'avait pas le choix. La liberté ne faisait pas partie de l'équation. C'est contredire l'affirmation faite par Orsenna qui, en affirmant la préférence de l'action véritable, sous-entend le choix, qui n'existe nécessairement pas dans l'action de la résistance. Il faut donc s'intéresser à l'incidence de cette action. La bonne action aura naturellement tendance à vouloir être mise en lumière, la mauvaise à vouloir être tapie dans l'ombre. C'est le clair-obscur, si j'ose dire. Ainsi, si l'action préfère l'ombre, c'est qu'elle préfère ne pas être connue. Elle peut être alors être considérée comme véritable.
Commençons notre deuxième développement. Le danger de l'attrait de l'ombre. Si l'action préfère l'ombre, ce n'est pas parce qu'elle est timide, c'est qu'elle préfère être cachée. On peut alors, à juste titre, douter de son but. L'ombre, zone dangereuse. Il nous faut dans cette partie analyser l'ombre, non pas comme nous l'avons fait dans la première partie, comme étant la zone qui sert à cacher l'action par l'humilité, mais comme la zone qui sert à cacher l'action vu son dessein malsain, moralement répréhensible. L'ombre peut avoir différents sens. Le concept, le sens concret d'absence, le sens, pardon, de l'ombre, c'est le sens concret d'absence de lumière. L'obscurité relative que cause un corps opaque en interceptant la lumière. En poésie et dans certaines religions, l'ombre signifie l'âme après qu'elle ait quitté le corps. Bibliquement, l'ombre représente les ténèbres, le malheur et la mort. D'où l'importance d'être le clair, un peu de mégalomanie ne fait de mal à personne. L'ombre est aussi le lieu de la libération, des contraintes qui existent à la lumière. L'ombre permet la débauche, le fait, le sexe, le laisser aller dans une violence inutile, ainsi que le meurtre, d'où la déception d'être le clair. Bon, encore. Brutus encore, lorsqu'il frappe César, ferme les yeux. Il ne veut pas voir son acte. En même temps, en fermant les yeux, il se crée une nuit qui lui donne le courage d'agir. L'action permise dans l'ombre s'oppose à la réflexion prudente sous la lumière. L'ombre est le paradis des voleurs, des violeurs, des tortionnaires, des trafiquants, des destructeurs qui jettent un voile d'ombre sur leurs actions. Entraîner l'action véritable dans l'ombre conduirait, tout compte fait, à vouloir noircir ce qui rayonne. Traîner dans la poussière le sublime, selon les mots de Schiller, que Freud cite au commencement d'un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Dark Vador lui-même, lorsqu'il passe du côté obscur, avait tendance à faire des choses pas très très bien. L'ombre est alors l'artifice, la tromperie. Elle est contraire à la vérité. Tout homme a une part d'ombre, et vous l'admettrez comme moi. Cette part d'ombre, ce côté sombre, cette incarnation du mal, des pulsions, c'est le côté malsain de l'homme, comme l'illustre Stevenson dans l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Ainsi, comment Orsena peut-il affirmer que l'action véritable préfère l'ombre? Cela reviendrait à dire que toute action, exclusion faite des actions non véritables, est vouée à préférer l'homme. Sartre affirmait que l'homme existe au travers de ses actions, et non par le simple effet de son esprit. Ainsi, cette citation d'Orsena sous-tendrait à affirmer que tout homme a foncièrement la préférence d'agir de façon cachée et mauvaise lorsqu'il souhaite agir vraiment. Agir dans l'ombre, c'est refouler son acte. Si l'homme existe vraiment au travers de son action, et sachant que l'homme a un besoin de reconnaissance, comme nous l'avons vu précédemment, l'homme n'a aucun intérêt à cacher son action véritable. Au sens économique d'ailleurs, le marché où s'échangent les actions n'est-il pas soumis à la transparence? Coïncidence, je ne pense pas. On remarquera que la plupart des actions cachées de l'homme le sont parce que l'acte en lui-même n'est pas assumé. Si l'homme, comme l'affirme Orsena, avait tendance à cacher toutes ses actions, cela sous-entendrait donc qu'il n'en assume pas du tout le but, la portée, les conséquences. L'homme serait en permanence dans le rejet de ses actes. Il est certes tentant pour l'homme de vouloir cacher ses actes, mais dans ce cas, l'action est-elle véritable si le but est mauvais? Courir après son ombre, c'est courir après le royaume tentant de l'action qui nous sert égoïstement, mais qui n'est nullement acceptable. Sinon, pourquoi agir caché? Le travail au noir, n'a-t-on pas là une expression qui illustre parfaitement le propos? L'action est bénéfique pour la personne qui ne paye pas de charge sur son travail, mais c'est un bénéfice égoïste qui porte un préjudice au bien commun. Orsena était la plume de Mitterrand. De là à faire un parallèle avec les méthodes qui ont cours dans le monde politique, il n'y a qu'un tout petit pas. On en vient même à se demander si Orsena ne fait pas dans cette citation l'apologie des méthodes répréhensibles du gouvernement dont il était le metteur en mots. Cette phrase
Ne serait-elle alors pas une affirmation libératrice où Orsena tenterait de se justifier? Le doute est permis. L'action véritable n'en a que faire de l'ombre, ou de la lumière, du clair-obscur, de l'halogène. L'action ne se préoccupe que de son but. Orsena n'a pas été mis à l'ombre, mais une chose est sûre, il finira, comme nous tous, au royaume des ombres, où il devra rendre des comptes, je l'espère, pour cette ineptie. Merci. Nous remercions Monsieur Leclerc d'avoir clôturé ce premier sujet.